Bonsoir Bernard. Bonsoir. Le sujet ce soir, c'est les déclencheurs de la mort. Beaucoup de films, beaucoup de documentation commencent à circuler dans le grand public. Ce serait des sujets de passage à l'au-delà, de visite de l'au-delà. Et pour nous qui êtes des bons vivants, la mort se présente comme une dimension effrayante plus que amicale. Est-ce que les gens sont en droit de penser que la mort a un aspect aussi terrifiant qu'on peut le vivre, que l'arrêt qui se présente dans le phénomène de la mort puisse avoir un caractère aussi catégorique et limitatif, ou si c'est vraiment une illusion, si on s'en tient au cinéma tel qu'il nous le présente? Est-ce que la mort est vraiment un arrêt final? Est-ce que c'est une dimension qui limite l'individu dans son évolution, dans son développement? La mort, c'est simplement un passage à un autre plan d'énergie. La raison pour laquelle l'homme est très affecté par la mort, surtout l'homme occidental, le judéo-chrétien, c'est parce que on a toujours associé, nous autres, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, on a toujours associé la mort avec des punitions de l'autre bord. Pendant l'évolution, l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église de la Réforme, le pouvoir spirituel temporel ont beaucoup insisté sur le fait que la vie sur la Terre, ça valait rien, puis tout commençait de l'autre bord, mais par contre, rêver de l'autre bord en bonne et due forme, faudrait vivre une bonne vie ici, sinon on était puni, ainsi de suite. Donc, le concept de rétribution était faisait partie de l'enseignement spirituel des grandes masses occidentales. Il y a des peuples qui ne vivent pas le phénomène de la mort de la même façon que nous, les Japonais, les Orientaux, les Indiens, ainsi de suite. Les autres, quand ils s'en vont au bord, ils vont chasser, puis il y a plus de gibier que ça. Bon. Par contre, ce qui aussi inquiète l'homme par rapport à la mort, c'est la souffrance du corps physique avant le détachement des corps subtils. C'est évident que quand on souffre du cancer ou quand on est très très malade, you're from Australia, you, right? Quand on souffre physiquement. Quand on souffre physiquement, la mort c'est très très difficile. On voit les gens souffrir. Ça conditionne l'ego, ça conditionne le psyché, ainsi de suite. Mais la mort en soi, c'est réellement un moment très facile parce que c'est à ce moment-là que l'homme se décompose au niveau de ses corps subtils. Donc, sa conscience passe à un autre niveau d'énergie, à un autre niveau vibratoire. L'homme entre en contact avec un autre plan, une autre dimension. Et le phénomène de la mort lui-même n'est pas ce que l'homme psychologiquement pense. Autrement dit, on peut dire de façon absolue que la mort, c'est réellement une délivrance. La mort, c'est facile. La mort même peut être une très grande joie. Par contre, pour l'homme sur le plan matériel qui pense, pour l'homme qui vit dans la matière, la mort peut être une source d'angoisse parce qu'il s'en va, il sait pas où il s'en va. Mais s'il est expliqué à l'individu la mort dans son... Parce que là, il semblerait qu'avec le phénomène religieux, on ait créé une pression pour qu'on empêche l'individu de voir dans la mort une délivrance. Si on éliminerait ces barrières qui ont été créées psychologiquement dans l'individu, est-ce que ça faciliterait pour les gens la compréhension de l'au-delà? Ou... Il faudrait que les églises et les religions reviennent à l'ésotérisme. L'ésotérisme chrétien, par exemple, a été éliminé de l'Église. Donc, toutes les sciences occultes, toutes les sciences de l'au-delà, toutes les sciences de l'invisible, toutes les sciences de l'esprit, les sciences de l'âme, les sciences réellement importantes pour l'évolution de la conscience humaine ont été remplacées par des dogmes, par des théologies, par des philosophies spirituelles
qui sont limitées et aussi limitatives. Si les religions, ou lorsque les religions revenaient à des doctrines ésotériques, si autrement dit, les religions puisaient dans l'ésotérisme ancien de l'expérience spirituelle, que ce soit en Occident ou en Orient, à ce moment-là, les gens bénéficieraient de l'étude de récits ou de l'étude pas nécessairement philosophique de la mort, mais de l'étude ésotérique de la mort. Puis à ce moment-là, les gens l'homme serait moins affecté. Par contre, les religions se sont séparées de l'ésotérisme traditionnel et fondamental parce que les religions ont voulu développer au cours des siècles, sans s'en rendre compte, naturellement, mais au cours des siècles, les religions ont développé le pouvoir psychologique sur les masses. Et en enlevant à l'homme le pouvoir psychologique de gravir les marches de l'invisible ou de gravir la conscience des ténèbres ou la conscience de la lumière, soit par les voies intérieures ou soit par les voies explicatives extérieures telles que philosophiques, ainsi de suite, ou ésotériques, les religions ont fait un grand dommage dans l'évolution de la conscience psychologique de l'homme face à la mort. Et aujourd'hui, on est pris, nous, les hommes, avec le paquet. On parle souvent d'initiation dans les sectes ésotériques, et dans l'initiation, on parle toujours d'affronter la mort. En réalité, on ne parle pas de mourir, mais on parle d'affronter l'impression que peut créer chez l'individu la mort. Est-ce que si les religions, comme vous dites, redonnaient à l'individu une conscience de ce passage, est-ce que ces religions perdraient leur pouvoir? Si les hommes ou si les masses humaines prenaient conscience véritable de la science occulte de l'esprit, ou de la science occulte de l'âme, ou de la science de la mort, ou si les hommes apprenaient à communiquer avec les plans subtils, ainsi de suite, puis s'ouvraient graduellement à ces réalités-là, ces dimensions-là, effectivement, l'Église perdrait son pouvoir psychologique sur l'homme. Parce que ce qui donne à l'Église, ou ce qui donne aux Églises ou aux religions leur pouvoir sur l'homme, c'est que les hommes n'ont pas la capacité d'identifier par eux-mêmes, sur une base psychologique absolue, leur relation avec l'invisible. Et c'est l'Église qui a servi pendant des siècles de médiation entre l'homme et l'invisible, mais elle a servi de médiation entre l'homme et l'invisible en fonction et par rapport à des doctrines qui, originellement, avaient été instituées par des initiés. Donc, les descendants, ceux qui sont venus au cours de l'histoire, n'ont vu dans ces fondations ésotériques ou occultes-là que des moyens de pression, des moyens d'orientation ou des moyens de désorientation pour garder le pouvoir. Et c'est ce qui s'est produit au cours des siècles. Ça n'a pas été nécessairement une intention volontaire de la part de l'Église, mais ça a été une intention qui a découlé des circonstances historiques, puis des relations qui devaient exister entre hiérarchie spirituelle temporelle, puis les masses humaines. Aujourd'hui, on est rendu au 20e siècle, l'homme est très évolué techniquement par rapport à l'homme du Moyen Âge, par exemple. Mais de l'autre côté, il est plus fermé à des aspects occultes de la vie. Par contre, si l'homme moderne s'ouvre à l'ésotérisme ou à l'occulte dans la vie, à ce moment-là, il est évident que les églises, les religions ou les formes anciennes de connaissances mystiques ou occultes ou spirituelles vont perdre du chemin parce que l'occultisme ou l'ésotérisme ou les sciences fermées ou les sciences cachées sont très très vivantes une fois qu'on entre en contact avec elles, dans la mesure où on est suffisamment maître de soi, dans ce sens que dans la mesure où on a suffisamment de centricité pour ne pas se laisser influencer par des courants astraux qui les ont formés et alimentés pendant plusieurs générations. Le problème avec les sciences occultes qui touchent au domaine de la mort ou les sciences ésotériques, c'est que ces sciences-là doivent être vérifiées par l'homme. Là, vous allez dire, comment est-ce que l'homme peut vérifier les sciences occultes ou les sciences ésotériques ou les sciences de l'esprit ou les sciences de l'invisible? Sa seule façon, c'est de le faire en fonction ou par rapport à son propre contact intérieur. Si l'homme est affecté, conditionné, coloré dans ses perceptions, par des lectures ou des communications ou par des rencontres
avec des gens qui eux-mêmes sont astralisés, à ce moment-là, il est en voie de perte de son identité. C'est comme si je disais, la meilleure façon pour soi d'avoir une réponse au mystère, c'est d'être en contact soi-même avec notre propre source. Mais ça nécessite aussi une transformation des corps subtils, ça nécessite une initiation solaire, ça nécessite une déastralisation du mental, une coupure complète entre les mémoires de l'âme et le pouvoir de l'esprit. Et c'est ça qui est long. Par contre, l'homme a accès à cette information-là. Et une fois que l'homme a accès à ceci, mais à ce moment-là, il peut réellement connaître et comprendre les aspects occultés de la mort ou de la vie au-delà du plan matériel. Est-ce que vous sous-entendez qu'il est impossible de donner une crédibilité à des gens qui nous parlent de la mort ou de domaines qui sont totalement occultes ou ésotériques si soi-même on n'a pas la communication intérieure que eux, ces gens-là, ont? Le problème avec l'ésotérisme, ça je l'ai toujours dit depuis des années, c'est que au-delà de la mort, si on prend la mort en tant que phénomène lui-même, c'est une chose. Mais le problème, c'est que dans le phénomène de la mort, il n'y a pas simplement le phénomène de la perte de la vie de l'individu. Le phénomène de la mort, c'est un phénomène universel, et c'est un phénomène aussi qui se perpétue au cours des millénaires en fonction d'une communication et d'une connexion astrale subliminale avec l'homme. Autrement dit, le phénomène de la mort, c'est pas quelque chose qui est complètement séparé de la vie sur la Terre. Alors, quand les hommes parlent de la mort, ils parlent de mourir, tu sors de ton corps, tu t'en vas quelque part. Ça s'arrête là, puis tu espères aller quelque part où tu es bien. En général, pour les gens, la mort, ça s'arrête là. Le phénomène de se réincarner, ça, ils verront ça plus tard, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tandis que si on regarde dans le phénomène de la mort, au-delà de ça, à ce moment-là, il faut considérer les habitants de la mort. Il faut considérer les habitants du plan astral. Il faut considérer les gouvernements qui régissent ces mondes-là. Il faut considérer la nature de ces gouvernements-là, leur politique, si vous voulez, leur façon d'agir par rapport à l'homme. Il faut considérer à quel niveau ces gouvernements-là ou ces forces-là travaillent et utilisent l'énergie de l'homme au niveau de la pensée et de l'émotion. Il faut considérer la nature de la vérité dans ces mondes-là. Qu'est-ce que c'est la vérité pour les morts et qu'est-ce que c'est la vérité pour les vivants? Il faut considérer aussi la relation entre la conscience humaine et ces mondes-là, en ce qui concerne leur capacité d'altérer l'énergie créative du mental humain lorsque l'énergie passe par le corps astral, passe par la mémoire de l'âme et infuse l'ego. Donc, le phénomène de la mort, c'est pas simplement un phénomène terminal. C'est un phénomène qui est terminal dans un sens, mais aussi c'est un phénomène qui est conséquentiel, qui a une très grande portée au niveau de l'évolution de l'humanité. C'est un phénomène qui est en soi aussi important sur le plan occulte, historique, directionnel, déterministe, que le phénomène de la vie sur le plan matériel. La mort, quand les gens pensent à la mort, ben, tu t'en vas de l'autre bord, c'est fait. Alors que pour une personne qui a moindrement étudié ou qui a moindrement visité ces plans-là ou qui a moindrement été en contact avec ces plans-là sur une base télépathique et qui a parlé avec des êtres qui, en parenthèse, sont morts mais qui n'a pas été influencé par elles ou par eux, la mort devient tout autre chose. Vous faites pas allusion au spiritisme, là? Je fais pas allusion au spiritisme. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec les morts, là. Non, le spiritisme, le spiritisme, ce n'est pas une sécurité pour l'homme sur le plan matériel. Le spiritisme, c'est une voie d'accès qui permet à l'homme de communiquer avec le plan astral, avec les morts. Par contre, si l'homme n'a pas de conscience centrique, si l'homme n'est pas dans son intelligence, si l'homme n'est pas dans son intelligence, puis quand je dis dans son intelligence, je veux dire ceci. Si l'homme est influençable, il est fait. On est fait quand on parle avec des humains. Fait qu'imagine-toi quand on parle avec des morts, on est encore plus fait. Alors, si l'homme n'est pas influençable, ce
qui nécessite un haut degré de conscience, ce qui nécessite un haut degré de centricité, ce qui nécessite une totale déspiritualisation de son mental, ce qui nécessite une incapacité intégrale de croire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À ce moment-là, l'homme, s'il communique avec les plans de la mort par les voies spiritistes, par exemple, à ce moment-là, il risque quelque part de se faire remarquer. Parce que les morts ne sont pas intéressés à donner à l'homme ou à dire à l'homme la vérité, parce que ça va à l'encontre des lois de leur monde. Mais est-ce que les morts, vraiment, le mort, quand on parle des entités dans le monde des morts, est-ce qu'ils ont vraiment accès à de l'information qu'on n'a pas, nous, sur le plan des vivants? Oui, parce qu'ils sont dans un autre temps. Donc, ils ont accès à un temps en avant de nous? En avant, en arrière. Ils sont pas, ils n'ont pas de problème de cervelle, les autres. Donc, ils n'ont pas de problème de sens. Donc, ils sont dans un autre temps, ils sont dans une autre dimension. À ce moment-là, les morts peuvent facilement utiliser l'information à laquelle ils ont accès et utiliser cette information-là contre l'homme. Mais comme l'homme est très, très serré dans son corps matériel, il n'y a pas grand espace, il ne peut pas faire grand-chose, on est très limité, on a des difficultés à voir dans l'avenir, on a des difficultés à aller chercher les archives dans le passé, ainsi de suite. Eux autres peuvent te le fournir, cette information-là, et en te fournissant cette information-là, il est là le clincher. Ouais. Parce qu'on est naïf, d'abord on a des égos, fait qu'on est sujet à l'orgueil, puis c'est pour nous avoir accès à l'information dans le futur ou dans le passé qui n'est pas statistique ou qui n'est pas rationalisable ou qui n'est pas linéaire. Pour nous, ça devient une sorte de pouvoir. Et là même le pouvoir. Dans un sens, c'est normal parce qu'il n'y en a tellement pas. Fait qu'il y en veut. Mais de l'autre côté, ce qu'il ne réalise pas, c'est que le pouvoir, c'est très dangereux. Quand ce pouvoir-là lui est octroyé à partir du plan astral, parce que les morts sont un peu comme des usuriers. Quand ils donnent quelque chose, ils veulent quelque chose en retour. Si les gens qui ont étudié la magie noire ou qui ont étudié les contrats occultes ou karmiques qui existent entre le plan astral et le plan matériel, savent très bien que, on va te donner quelque chose, mais il faut que tu me donnes quelque chose en retour. Puis, si tu vas jusqu'au satanisme, mais là, c'est l'échange, ils vont faire l'échange de pouvoir pour la rendition de ton âme, et ainsi de suite. Fait que ça va très, 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 très loin. C'est réaliste, ça. C'est réaliste? Oui. Toi, tu me demandes tout, c'est réaliste? Oui, mais Mon cher, mais je veux dire une chose... je fais une interview. Je vais dire une chose. L'homme n'a pas d'idée. L'homme n'a pas d'idée. D'ailleurs, tu sais, quand ils disent la science, l'invisible ou tous ces plans-là, c'est plus grand que la science-fiction. Hein. Mais dans la mesure que c'est réaliste, parce que là, vous semblez être étonné que ça ne sonne pas de l'air, tout le monde ici dans la salle pourrait faire un pacte pour se dégager d'un problème dans sa vie, dans la façon dont on parle, c'est ça, comme aller voir le gérant de banque pour faire un emprunt pour une auto. Mais ça a l'air d'être plus conséquentiel que ça. Il y a l'air d'avoir une plus grave conséquence que juste aller voir un gérant de banque. Tu peux pas faire un pacte avec l'astral. Si tu fais un pacte avec l'astral, au travail des méthodes qui existent et qui sont connues à ce moment-là, trouve tes sens à l'astral puis tu deviens facilement une proie. Y a-t-il des gens qui font des pactes avec l'astral sans s'en rendre compte? Ben oui, il est là le problème. Il y a bien des gens qui font des pactes avec l'astral puis ils s'en rendent pas compte, puis pour eux autres, c'est un jeu, puis tu joues pas avec l'astral. Bon, ben un exemple de pacte. Les petits gars qui jouent avec le manche. Je vais t'en donner un exemple simpliste, là. Les jeunes là, qui jouent avec des Ouija boards, là. Ouais. Sans s'en rendre compte, ils font un pacte à long terme avec l'astral. Un petit gars qui joue avec un Ouija board, là, qui sera moindrement sensible, mais un petit peu sensible, là, moindrement sensible. Puis qui a de curiosité, là, puis qui sera fasciné par ces affaires-là. Un petit peu comme ton petit gars, toi, là. Bon. Puis qui ferait ça pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, là, puis qui ne sera pas réellement là, enlié par son père ou des gens qu'il connaît. Éventuellement, il en arrivera à ouvrir ses sens, puis il en arrivera à être éventuellement une proie à ces forces-là. La raison pour laquelle on a des difficultés à comprendre le monde de la mort, c'est parce que nous autres, on a l'impression que quand on meurt, on est tout aussi bien que quand on était ici. Puis ça marche pas de même. Tu sais, quand tu dis... j'ai toujours dit, si tu rencontres quelqu'un qui est pas bon, qui est négatif, ça devient évident. Facile d'identifier quelqu'un qui est négatif. Tu le mets de côté, puis pas.
Mais y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'une bonne petite vieille de 65 ans avec des beaux petits cheveux gris, des petits mignons autour de la bouche, puis des petites lunettes qui va te jouer un cul? Tu verras, Hannah? Tu peux pas t'imaginer une petite vieille mettre son enfant dans le poêle puis le brûler. Oh, ça c'est jeune, c'est la drogue. Mais dans le monde, il y a des petites vieilles. C'est un exemple. Il y a des petites vieilles. Autrement dit, il y a du monde dans le monde qui ils ont une grande apparence de gentillesse, pis ci, pis ça. Puis dans le fond, ils sont pas de même. La mort, c'est un petit peu comme ça. Ben, tout à l'heure, on a commencé. Puis les gens vont dire, ben oui, mais telle la fille là qui a travaillé comme médium avec des entités, je ne peux pas nommer de nom, là, telle entité, c'est pas bon ça. Puis je suis obligé de répondre, tout est bon, parce que tout sert. Mais quelque part, dans le temps, tu ne peux pas, à court ou à long terme, être assujetti à des entités. Quand même, ça sera le gourou le plus beau, le plus fin. Parce que quand tu es dans la mort, tu n'es plus régi par les lois de la terre. Les morts ne sont pas régis par les lois de l'art. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les morts ne sont pas régis par les lois de l'homme. Puis les morts peuvent communiquer avec les hommes par télépathie et ainsi de suite. Puis l'homme, lui, il va toujours communiquer avec les morts en fonction de sa mémoire. Ah, tu parles avec ta mère, tu t'entendais bien avec ta mère quand tu étais sur la terre. Elle est fine, ta mère. Là, de l'autre bord, puis tu peux pas t'imaginer que ta mère de l'autre bord, elle peut te jouer le cul. Et comme, fait que là, tu communiques avec ta mère, là, tu embarques, puis tu le sais pas. Parce que tu vis par rapport aux morts en fonction de ta mémoire. Tu ne réalises pas parce que tu n'as pas la science de tester ta main de l'autre bord, puis réellement demander qu'est-ce que c'est sa relation avec toi. Là, tu te diras. Elle sera obligée de te le dire. C'est ta vibration pour lui demander. Vous êtes capable d'obliger un mort à vous parler? Ils sont obligés, ils n'ont pas de choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix parce que ta vibration est plus puissante que la leur. À cause du corps physique? À cause du corps astral, puis à cause du corps mental qui est allumé quand il communique avec toi. Quand tu communiques avec un mort, il y a deux lumières. Il y a une lumière mentale, puis une lumière astrale. Il y a voix, les autres. Puis si tu communiques avec ça, puis tu as une lumière mentale forte, ils sont obligés de te répondre. Parce que c'est la seule voie qu'ils ont, eux, les morts, pour aller contre les lois de leur monde. Ce sont les vivants qui sont capables de libérer les morts. Un mort, quand t'es mort, pis t'es pris de l'autre bord, t'as aucun pouvoir. Mais si l'homme communique avec les morts, puis que l'homme force le mort à parler à cause de sa vibration, il libère le mort. C'est pour ça que les morts aiment beaucoup parler avec l'homme. Par contre, les hommes sont pas assez intelligents pour leur parler comme du monde. Les hommes, eux autres, veulent parler aux morts pour avoir de l'information concernant la vie ici. Ils veulent se faire enseigner du monde. Ils veulent se faire enseigner. Puis tu peux pas te faire enseigner par des morts parce que les morts n'ont pas le droit de t'enseigner. Puis s'ils t'enseignent, ils vont toujours t'enseigner en fonction des lois de leur monde. Puis ultimement, ça t'enlève ton individualité, que tu sois gourou ou mazout. Ça n'a pas d'importance. C'est ça que l'homme ne comprend pas. Puis la raison pour laquelle l'homme ne comprend pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas la science. L'homme n'a pas la science du mental, il n'y a pas la science de l'esprit, il n'y a pas la science de la lumière, donc il n'y a pas la science de ces mondes-là, donc il n'est pas capable au niveau de son mental de se décrocher psychiquement du pouvoir d'influence qu'ils ont eu sur lui. Ils nous voient comment, les morts? Ils nous voient comme des êtres totalement habitués, inconsciemment, à supporter leur présence sans le réaliser, ou ils nous voient comme des êtres totalement incapables de prendre la vérité, le réel, puis ils jouent avec ça. Ils jouent constamment avec ça. Les morts sont très très conscients que les hommes sont naïfs et que la vie sur la Terre, c'est réellement une game que l'homme ne connaît pas et que l'homme ne comprend pas. Puis ils jouent avec ça. Mais est-ce qu'ils ont la même perception physique qu'on a? Est-ce que nous autres, on a une perception de
de certaines règles d'atmosphère, d'ambiance, d'exigence, de mouvement, de culpabilité d'une personne à l'autre? Est-ce que les autres perçoivent les mêmes choses? Est-ce que la forme a la même réalité que la nôtre quand on vit sur le plan matériel? Nous autres, quand on vit des pensées qui sont subjectives ou on vit des émotions qui réellement nous troublent, et ainsi de suite, les morts les vivent, les perçoivent ces énergies-là, et ils se servent de ces énergies-là pour nous manipuler. La pensée puis l'émotion pour un mort, c'est comme du bois puis du ciment pour nous autres. Ça fait partie de la structure de leur monde. Ce sont des mondes parallèles. Donc, ils ne voient pas la forme. Moi, je touche une table. Ils ne la voient pas. Ils peuvent juste voir la vibration qui se dégage. Ils peuvent voir la forme s'ils sont réellement pris sur des plans inférieurs d'énergie, mais en général, les morts sont un petit peu plus hauts que ça en vibration, puis ils vivent tout avec les effets, les humeurs, les énergies. Ils vivent tout dans... Pour eux autres, là, tout ce qu'on vit, nous autres, c'est dans le domaine du subtil pour eux autres. Sinon, si les morts pourraient voir la forme, puis étaient trop proches du plan matériel, à ce moment-là, ça fait beaucoup trop d'interférences, ça nous empêcherait d'évoluer, nous autres, parce que ça nous créerait beaucoup de tension. Si l'homme est pas guéri émotivement pour dealer avec des morts qui rentrent dans sa maison, puis qui déplacent les tables, puis qui écrivent ses murs, puis qui jettent de l'eau à terre, tu sais. Fait que ça joue avec tes nerfs, ça. Fait qu'il y a des lois. Il y a des lois, puis ces lois-là, ben, c'est des lois qui sont cosmiques, et ainsi de suite. Par contre, il y a des morts qui sont entre les plans. Puis pour eux autres, ils sont pas morts encore. Fait que pour eux autres, ils sont encore très près de la matière. Puis ces êtres-là peuvent interférer avec la matière. C'est ça que vous appelez le phénomène du poltergeist. Mais par contre, les morts, là, ceux qui sont réellement morts, ben, à ce moment-là, sont assez loin dans les plans pour ne pas avoir contact direct avec la matière, mais ils ont accès à l'énergie subtile du corps mental de l'homme, du corps astral de l'homme. C'est là que le travail se fait. Donc, vous dites que les vibrations qu'on dégage quand on vit une colère, quand on vit une affection pour quelqu'un, vous dites que cette vibration-là qui se dégage, c'est du matériel aussi palpable que pour nous autres. Pour les autres, c'est du matériel qui fait partie de la structure de leur monde. Est-ce que c'est ça qui construit le monde? C'est ça. Ce sont ces énergies-là dont ils se servent pour se nourrir et vivre. Les morts sont des vampires. Un mort, c'est un vampire. Quand même, tu disais, ben, si mon grand-père, il avait une belle barbe, je m'en crisse, ton mort, il va... Un mort, c'est un vampire, puis on comprend pas ça. Puis la raison qu'on n'aime pas ça, voir les morts comme des vampires, c'est parce que quand ils étaient sur le plan matériel, on les a aimés. Puis on réalise pas que les mondes sont séparés. C'est d'autres mondes, d'autres lois. Puis les morts sont des vampires, puis un jour, il va falloir que l'homme le sache ça, mais par contre, l'homme va le savoir ça seulement par lui-même, intérieurement, seul. Une fois qu'il va avoir suffisamment de conscience mentale pour réellement pénétrer dans ces mondes-là par le biais de sa parole ou par le biais de sa pensée, puis de les faire avouer que effectivement le monde de la mort, c'est un monde qui est à l'inverse du monde de la vie, c'est-à-dire que c'est un monde qui est anti-homme et anti-vie. On est loin de la délivrance du début de la conférence, là. Donc la raison que les gens ont d'avoir peur de mourir est injustifiée. C'est pas juste une affaire de religion. Non. La raison pour laquelle les gens ont peur de mourir, c'est parce que les gens connaissent pas et ne comprennent pas le phénomène de la mort. Donc, automatiquement, ils ont tendance à faire de la psychologie ou de la philosophie ou à lutter psychologiquement contre le phénomène. Donc, c'est une réaction normale parce que l'homme a des sens qui est très, très pris en matière. Par contre, les gens qui ont vécu des sorties en astral ou des gens qui ont vécu une séparation temporaire avec leur corps physique à l'hôpital, par exemple, et qui sont revenus en corps physique, qui ont été forcés de revenir dans leur corps physique, ces gens-là, en général, n'ont plus peur de la mort après. Ils veulent même pas revenir, ils sont forcés de revenir, mais leur expérience démontre qu'ils ne vivent plus la mort de la même façon, même il y en a qui ont hâte de mourir dans une seconde fois, éventuellement. Donc mais les gens vivent pas toute cette expérience. Puis c'est une faveur. Les gens qui vivent ça, c'est une faveur pour eux autres. Mais le phénomène de la mort, il faut le regarder de deux façons. Soit qu'on le regarde sur le plan purement objectif, communication, télépathie, ou qu'on le regarde sur le plan purement subjectif, expérientiel, qui vient plus tard, au cours à la fin de la vie. Si on le regarde sur le plan communication télépathique, à ce moment-là, on peut apprendre beaucoup de choses sur la mort, dans la mesure où on est suffisamment centrique dans le mental pour pas être influencé par les autres et savoir comment est-ce que ça marche
comment ça fonctionne le monde de la pensée, le monde du mental. Et à ce moment-là, on peut avoir de l'information extraordinaire sur le monde de la mort, puis là, ils vont te répondre. Puis ils vont te l'avouer, ou très, très connectés avec des entités dans l'astral à cause du karma lointain qu'ils ont avec elles. Donc, mais comment, Bernard, avoir de l'information? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui pouvaient communiquer avec le monde des entités. Comment on peut résister, dans certains cas d'entités qui sont assez évoluées, comment on peut résister à la réalité de leur information? Parce qu'à un certain moment donné, c'est impressionnant la qualité, je pense, à certains médiums qui vont avoir une justesse incroyable dans l'information, même des fois à caractère scientifique. Comment on peut en arriver à se dégager de l'impression qu'il y a face à ça? Faut pas croire. Ouais, mais pas croire, c'est une réalité. Tu sais, les choses, c'est des non, pas croire. Croire, c'est pas, ou pas croire, c'est pas le fait que c'est une réalité. Pas croire, ça veut dire pas se faire prendre les culottes à terre. Autrement dit, même si vous communiquez avec l'astral, le monde de la mort, puis il vous donne de l'information, s'il donne l'information, tu t'en sers. OK. Mais de là à tomber dans la croyance, parce que eux autres vont se servir de l'information simplement pour faire des connexions, pour magnétiser le mental. Okay. Les morts ne sont pas intéressés à nous informer de quoi que ce soit. Quand ils le font, c'est parce qu'ils ont un but. Une stratégie. Ouais. Ils ont une stratégie. Jouer l'échec. C'est ça. Fait que, éventuellement, ils veulent magnétiser l'homme. Ils veulent réellement s'unir à lui. Ce qui, dans notre vocabulaire, nous autres, veut dire le posséder. L'homme, le mort veut posséder l'homme. Il veut posséder quoi dans l'homme? Il veut posséder son esprit. Mais est-ce que ça se possède de l'esprit? On m'a toujours dit que l'esprit c'était plus haut en vibration que l'âme ou l'astral. L'esprit c'est haut en vibration quand c'est haut en vibration, mais quand ça ne l'est pas. Quand ça ne l'est pas. Il y a une conférence à faire là-dessus. Ah, une grosse. Tu penses que les hommes ont tous des esprits qui sont hauts en vibration? Oui. Fait que, il y a des gens qui ont l'esprit tellement bas en vibration, c'est quasiment du plastique. Fait que, quand l'homme a un esprit qui est haut en vibration, là, à ce moment-là, il est safe. Ils peuvent rien contre lui. Mais tant que l'homme n'est pas dans son identité, à ce moment-là, ils ont de l'espace. Puis ils vont l'utiliser. Puis sont très forts. Les gens qui font dans la magie noire, par exemple, les gens qui travaillent avec des esprits sataniques, ils se font marquer. Ils vont avoir des pouvoirs, mais ils se font embarquer. Heureusement que les gens en général taponnent pas trop avec ça, que les gens restent loin de ça, que les gens ont peur de ça, ou que les gens, à cause de leur éducation, leur religion, l'Église est complètement à l'envers avec des affaires de même. Puis c'est bon, parce qu'au moins ça tient le monde à distance. Parce que si l'Église avait pas été aussi rigoureuse dans sa position par rapport à tout ce qui est ésotérique, astral, ainsi de suite, il y a bien du monde qui se serait embarqué. L'Église a réellement rendu un grand service à l'homme en le protégeant contre ça. Par contre, l'Église a limité la conduite personnelle de l'individu par rapport à des recherches ultérieures. C'est ça le problème. C'est qu'autrement dit, comme ils disent en anglais, they throw away the baby with the bathtub. Bathwater, tu sais. Fait que, il faut faire la part des choses. Il y a des choses dans l'ésotérisme, l'occultisme, toutes ces sciences para-là, qu'il faut réellement protéger les masses contre, les gens. Par contre, il y a des choses qui doivent être regardées de proche, étudiées avec circonspection, et ainsi de suite. Si tu fais pas ça, ben, tu demeures un beau niaiseux forever. Tu peux pas indéfiniment vivre ta conscience mentale par rapport à ce qui est historiquement sanctionné. Il y a d'autres choses. C'est comme Stryber dit dans son fameux livre, il dit tout ce qui vaut la peine d'être su sur notre planète, dans notre monde, dans les gouvernements, c'est top secret. C'est vrai. Mais tout ce qui vaut la peine d'être su, c'est top secret. Puis éventuellement, bon ben, faut que ça se démocratise l'information, faut que ça se démocratise la science, faut que l'homme ait accès à des choses qui sont de valeur et qui vont l'amener à une plus grande conscience, une plus grande réalisation de soi. Par contre, sur le parcours, il y a des dangers, et l'Église a mis l'homme en garde contre ça, puis elle a bien fait, mais d'un autre côté,
elle ne peut pas indéfiniment empêcher l'homme, d'ailleurs elle ne le pourra pas, elle ne peut pas indéfiniment empêcher l'homme de regarder dans des domaines qui sont réellement extraordinairement réels. Parce que si elle le fait, à ce moment-là, elle retarde l'évolution de la conscience humaine. Mais si c'est pas elle qui le fait, à ce moment-là, c'est d'autres. Donc, il va y avoir des écrivains dans le monde, il va y avoir des cinéastes. Le film Ghost qui vient de sortir, ça fait pas longtemps, là. Il y a des films qui sortent dernièrement qui sont pas mal intéressants. C'est intéressant. Tu regardes ça, tu te dis, même ça se passe. Ben, la petite fille dans sa cuisine, ou la petite femme dans sa cuisine qui est allée à l'église pendant 60 ans, elle commence à se poser des questions. C'est même ça se passe? Fait que ça ouvre l'esprit à d'autres possibilités. Donc, il y a des gens dans le monde, heureusement qu'on a le cinéma pour nous éclairer, comme on a le cinéma pour nous abrutir. Mais au moins, il y a deux côtés. Mais tu peux pas mettre de côté le cinéma parce que ça nous abrutit. Bon, mais c'est la même chose. L'Église, elle peut pas mettre de côté l'ésotérisme ou les sciences occultes parce qu'il y a du danger. Il faut qu'ils quand même laisser le monde respirer et leur donner une chance. Par contre, il faut leur rendre compte des lois profondément occultes qui sous-tendent le développement de la conscience par rapport au monde de la mort, aux communications avec l'insolite, aux communications avec l'astral, aux communications par voie du spiritisme avec des entités qui souvent, en nous parlant, nous donnent l'impression que sont bien fins, sont bien gentils. Sont gentils et accueillants. Mais où est-ce qu'il y a la délimitation dans un individu où il est certain que son esprit est assez, je dirais, haut en vibration pour se dégager de l'information qu'il peut recevoir du plan astral? Où est-ce que se situe la petite ligne, là? Parce que tout le monde a une forme quelconque de communication. Mais il doit y avoir une place, là, que tu sais que c'est ton esprit, là. Ouais. OK. L'esprit n'a aucune curiosité. C'est dans ton esprit. Ouais. T'as pas de curiosité parce que si tu lis ces choses-là ou si tu fais des expériences ou si tu rencontres des gens qui ont vécu ces expériences-là, ton esprit, l'esprit c'est pas curieux, l'ego c'est curieux. Mais quand l'ego est en communication avec l'esprit, là, quand tu as accès à ton esprit, là, il n'y en a pas de curiosité. Fait que si tu dis avec ça, si tu regardes ça, si tu étudies ça, tu vas toujours avoir ton esprit qui va te dire oui. Il va toujours te mettre une barrière. Ton esprit peut toujours te mettre une barrière. Il va dire c'est intéressant. L'esprit ça croit pas. Okay. L'esprit pur, je parle, là. L'intelligence intégrale, le rayon, ça ne croit pas. Bon. Fait que comme ça croit pas l'esprit, que tu parles avec des morts, ou que tu parles avec des extraterrestres, ou que tu parles avec n'importe qui, ça fait partie de l'expérience évolutive de l'ego, mais ça ne fait jamais partie de l'expérience de l'esprit. Est-ce que de l'esprit a besoin de se faire confirmer? Non. Pas plus. L'esprit a besoin de se faire confirmer parce que l'esprit, c'est une force créative rayonnante. Tu ne peux pas pénétrer de l'esprit. Ça se pénètre pas de l'esprit. Un homme qui est très très dans son esprit devient impénétrable de l'extérieur. Il peut recevoir, mais il devient impénétrable. Fait que l'esprit, ça se pénètre pas. Par contre, l'esprit, ça s'intéresse à travers l'ego. Ton esprit va s'intéresser à travers l'ego à différentes facettes d'un certain phénomène. Mais c'est toujours ton esprit qui demeure maître des conditions qui lui sont subalternes. L'esprit aime ça parler avec les morts. Par contre, l'esprit peut pas se laisser englober par les morts parce que déjà il connaît toute la game des morts. Ton esprit sait que c'est qui fait le mort, ce qui vit, dans quelle région de la mort qui vit, pourquoi est-ce qu'il est mort, en combien de temps il va rester là. D'ailleurs, l'esprit sait plus et connaît plus la condition du mort que le mort lui-même. L'esprit connaît les lois de la mort. L'esprit connaît tout. Donc, si tu es dans ton esprit, à ce moment-là, le mort le sait, il voit ta vibration, puis automatiquement, il est obligé de s'assujettir à ta vibration, puis là, il va te délivrer de l'information qui va servir à l'alléger, lui, puis à l'amener à changer de plan. Mais non pas à te convaincre, parce qu'un mort ne peut pas te convaincre si tu es dans ton esprit, parce que tu sais déjà ce qu'il va te dire. Puis s'il essaie de t'en passer une petite vite, tu vas l'accrocher. Tu peux pas, un mort peut pas mentir à ton esprit. Oublie pas ce que je dis, là, ton esprit. Je parle pas de ton ego.
Ouais. Je parle de ton esprit. Si t'as pas d'esprit, t'as plus d'ego, ben à ce moment-là, il peut t'en passer une petite bite parce que tu crois. Mais si t'as une grande transparence égoïque, puis t'es réellement dans ton énergie, dans ta lumière, la mort, il peut pas te passer des petites bites parce que tu vas à travers. Moi, il me vient l'idée, est-ce qu'on peut être chevauché par des entités ou une entité au point que c'est elle qui parle, mais on a l'impression que c'est nous autres qui parlent, puis qu'on vit notre vie tous les jours, en ayant l'impression qu'on vit notre vie, alors qu'on vit de la vie qui est dirigée, pilotée carrément par une entité astrale. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a du monde dans le monde qui sont effectivement chevauchés. Puis tu sais, t'emploies le terme chevauché. Puis en Haïti, quand comment ça s'appelle les chamans? Non, en tout cas. Gris-gris? Non, il y a un terme pour il y a un terme pour les chamans en Haïti. En tout cas, quand un chaman en Haïti est en contact avec l'astral, les autres n'appellent pas ça de même, ils voient pas ça de même, là. Quand ils sont en contact avec les plans, ils disent justement qu'ils sont à cheval. Ils sont chevauchés. L'entité rentre fortement, puis sont chevauchés. Puis effectivement, l'homme, aujourd'hui, l'homme inconscient, l'homme dans la rue, il y a des êtres qui sont réellement chevauchés par des entités, mais ils ne le réalisent pas. Puis la présence de l'entité à travers leur conscience se fait sentir de temps en temps quand ils ont l'impression de faire des choses qui sont quasiment plus fortes qu'eux autres. Ils sont pas capables de le casser. Les gens vont dire, ah ben ça c'est plus fort que moi. T'sais, le gars, il va violer une petite fille, puis il va dire, c'est plus fort que moi, je suis pas capable de m'empêcher. Ou le kleptomaniaque, il va dire, c'est plus fort que moi, quand je passe chez Eaton, il faut que je le prenne la tête sur le comptoir. C'est plus fort que moi. Ou la petite fille qui va se dire, qui va toujours avoir l'impression d'être une pas bonne, puis une psy, puis une ça. Ou le petit gars les gens qui vivent toujours dans des états psychologiques de dépression ou de haine personnelle ou de diminution personnelle, ça c'est de l'astral. Ces êtres-là sont chevauchés. Un être humain qui est moindrement conscient, qui a moindrement de lumière, ne peut pas vivre ces pensées-là. Il peut les vivre de temps en temps, mais il ne peut pas les vivre d'une façon permanente. Que tu aies des pensées de même qui te rendent, parce que quand même la pensée c'est un grand système de téléphonie, c'est normal. Tu es intelligent, tu sais que tu n'es pas comme ça, tu t'en occupes pas de ces pensées-là. Mais il y a des gens qui vivent réellement, qui sont très très assujettis à des formes de pensée, qui les dominent pendant des années et des années et des années, et ce sont ces entités-là qui, éventuellement, ultimement, ruinent leur vie. Ils ne sont pas nécessairement conscients de leur chose. Ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients. Ça touche pas seulement les gens spirituels, ça peut toucher des gens dans le domaine des affaires, la politique, n'importe quoi. Oui, effectivement. Par contre, il y a des gens qui vont être chevauchés par des entités qui sont suffisamment évoluées. Fait que les gens vont dire, bon, j'ai été inspiré par... Les artistes. Ouais. Mais par contre, il y a des gens qui sont chevauchés par des entités qui sont réellement de basse vibration. Puis c'est là que tu vois le travail réellement nocturne que ces êtres-là font. Et un jour, il va falloir que la psychologie s'ouvre à ça, que les psychologues s'ouvrent à ça, les psychiatres, le monde, les gens qui pensent, les gens qui s'intéressent. Il va falloir que les gens s'ouvrent à ça. Mais par contre, les gens ont peur de ça. Oui, mais c'est parce que justement, si on dit que ouvrir un intérêt ou une communication avec les plans, on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est astral ou ce qui est de l'esprit. Les gens ont beau dire on va aller chercher une communication intérieure, mais on se fait dire d'un côté que les médiums, c'est dangereux. Où est-ce qu'il y a la crédibilité? Je ne parle pas de la crédibilité qu'on donne à quelqu'un, mais la crédibilité qu'on a soi-même à regarder où est la bonne information. Vous parlez de la curiosité comme étant un facteur qui ouvre un canal à l'astral. Est-ce qu'il y a d'autres clés qui font voir finalement que l'individu est en connexion ou en communication télépathique ou mentale avec l'astral, autre que la curiosité? La conséquence de ses gestes? Ce qui est intelligent est intelligent. Ce qui n'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Mais êtes-vous d'accord que donc, si l'homme est en communication avec les plans subtils d'une façon suffisamment objective, à ce moment-là, si c'est intelligent, c'est intelligent. Puis ce qui est intelligent, c'est ce qui ne fait pas à court ou à long terme souffrir.
Donc, si un être humain a de la communication avec les plans, puis ça l'amène éventuellement dans cette communication-là à de la souffrance, il y a de l'astralisation de son mental, là. C'est évident que les gens ne peuvent pas, peut-être au début, parce que ça demande quand même une transformation de tout le psychisme de l'homme. Peut-être que l'homme peut pas, au début, voir la différence entre ce qui est astral et ce qui est mental. Il peut pas faire la différence entre ses cas réels et ses cas AC. OK, ça, je suis d'accord, parce que c'est quand même de la pensée. Par contre, l'homme devrait être assez intelligent pour connaître la différence entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Puis ce qui est intelligent, c'est intelligent. Ça, je ne discute pas d'intelligent. Par contre, si le gars se laisse embarquer par quelque chose qui n'est pas intelligent parce que il y a toutes sortes de facteurs personnels, intérieurs, émotifs, à ce moment-là, il se fait embarquer, là, ça fait partie de son expérience, puis un jour, il va réaliser qu'il a fait une gaffe parce qu'il a suivi un mouvement d'énergie qui n'était pas intelligent puis qu'il l'a astralisé. Non, moi aussi, les conséquences sont là. Donc, ma définition ou ma façon d'expliquer la différence entre ce qui est astral puis mental, c'est de dire toujours, si c'est intelligent, c'est intelligent. Si ça vous amène plus loin, créativement, ça vous sert. Mais si ça vous dessert à ce moment-là, vous laissez astraliser. Fait que ça, c'est le seul paramètre que pour le moment l'homme a. Si l'homme a plus de communication, si l'homme a plus grande conscience, là, ça devient plus évident à lui, parce qu'il est plus centrique. Donc, ça devient plus évident pour lui ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Mais dans le début de ce développement-là entre sa conscience égoïque et la conscience subliminale, l'homme doit être assez intelligent pour s'assurer que son contact avec les plans ne l'amène pas de la souffrance. Si ça t'amène à de la souffrance, c'est pas intéressant. Je te donne un exemple. Bon. Moi, je sais que, par exemple, qu'au Québec, il y a des gens qui se sont fait dire par les plans, bon ben, vends toute ta maison, là, puis achète-toi une roulotte, va-t'en Saint-Jovite, puis attends. Les extraterrestres vont descendre. Le gars, il vend sa maison, il amène sa femme, ses enfants, il s'en va à Saint-Jovite dans sa roulotte, puis là, il attend. Là, tu vas attendre longtemps, mon cher. Comprends-tu? Fait que là, finalement, il n'y a plus d'argent, il met sa femme le sac là éventuellement, parce que les femmes sont bien intelligentes, plus que nous autres. Puis, éventuellement, mais il a appris. Ça va l'avoir amené à voir la game. Puis il y a des gens qui vivent des expériences comme ça. Les gens qui sont les plus occultés, les plus occultifiables, les plus spirituels, les plus psychiques, les plus sensibles, les plus partis. Les gens qui sont réellement la crème de la crème, mais qui sont soufflés comme des ballons. Okay? Parce que la crème de la crème, au début, est soufflée comme des ballons. La crème de la crème est très, très naïve au début. Autrement dit, la crème de l'humanité, c'est la partie la plus naïve de l'humanité. Puis cette crème-là, il faut qu'elle soit un jour reste. Il faut qu'elle passe du 35% puis qu'elle devienne du 8%. Comprends-tu? Mais au début, là, c'est du 35%, là, puis tu fouettes ça, là, puis ça gonfle la crème de la crème. Puis là, ce sont ces gens-là qui sont les premiers à s'intéresser à ces choses-là, puis à vivre des expériences, puis à devenir des grands êtres spirituels. Puis ça, c'est bon. Mais d'un autre côté, au bout de ça, ils ont beaucoup de souffrance, que moi j'appelle une initiation. Puis un jour, les gens vont en avoir ras-le-bol de souffrir, parce qu'ils se sont fait prendre des culottes à terre. Mais, le problème, c'est que dans le passé, en tout cas, avant que je vienne, moi, avant que je commence à parler en public, il n'y avait personne pour mettre le monde au parfum. Il n'y avait personne pour réellement, là, parler de l'occulte d'une façon objective, mais toujours en fonction de protéger l'homme, au lieu de parler de l'occulte en fonction de l'amener l'homme dedans. C'est facile d'amener l'homme dedans. Mais pour réellement, là, tasser l'occulte, là, puis mettre, permettre à l'homme de voir objectivement les dangers par rapport à l'occulte, puis aux forces occultes, puis à tout ce qui est ésotérique, puis marginal. Ça n'a jamais été fait. Puis c'est probablement ma contribution à l'évolution spirituelle de l'homme la plus importante. Celle de faire voir les games qui se jouent sur ces plans-là. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que c'est fascinant, là, que il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des médiums qui vivent de ça. Il y a des libraires qui vivent de ça. Ils ne sont pas intéressés à se faire dire en public par Bernard de Montréal, faire attention à ci, faire attention à ça. Il y a des gens qui vivent de la magie noire. Il y a des gens qui vivent du channeling. Il y a des gens qui vivent de te passer les mains en dessous des oreilles puis
pour t'enlever le cancer. Il y a des gens qui vivent de toutes sortes de niaiseries, de toutes sortes d'expériences spirituelles. Il y a des gens qui vivent, qui sont réellement des vampires ici de l'homme. Puis moi, je veux faire la guerre, puis je vais faire la guerre tant que je vais être ici. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut pousser plus dans le sens de la forme, c'est-à-dire être en affaires, penser juste à notre... Non, mais sais-tu quand est-ce que ça vient? Puis éliminer tout le culte? Non. Sais-tu quand est-ce que tu reviens les deux pieds à terre? Quand tu as vendu ta maison, puis tu as dit à ta femme, viens-t'en, là, mon nounou, on s'en va à Saint-Jovite, là, dans notre roulotte, on va attendre des extraterrestres. Richard Glenn nous en a parlé, ils vont descendre, puis là, tu t'en vas, puis là, tu attends 6 mois en dessous d'un arbre. Là, quand tu vas revenir là, à Montréal, laisse-moi te dire, tu vas l'aimer ta job. Tu vas être content d'avoir un petit job chez Eaton avec un petit salaire en fin de semaine. Tu vas avoir tellement bavé, tu vas t'être fait tellement chier dessus. Tu vas avoir... Puis si t'as je dirais pas si t'as le malheur de tomber sur des extraits de mes conversations, mais si tu viens en contact avec ce que j'ai dit pendant 10 ans, là, tu vas voir ce que je voulais dire dans ce temps-là, que tu pouvais pas voir dans ce temps-là. Parce que là, il y avait la curiosité, il y avait toute la spiritualité, il y avait toute la grosse illusion, la grosse ballonne qu'il fallait que tu pètes avant de devenir un petit peu plus intelligent. C'est ça, quand on devient plus intelligent dans le sens que vous le dites, là, qu'on est déçu, désabusé de toutes ces philosophies abstraites-là, est-ce que on ferme le canal ou le canal ouvre mieux ou plus? Ça dépend des individus. Chez certains individus, le canal va se fermer une fois pour toutes. Puis le canal astral, oui. Le canal astral. Puis chez d'autres individus, le canal va s'ouvrir dans leur esprit. Dans ce moment-là, le canal s'ouvre. Fait que tu deviens pas moins occulte, c'est pas que tu t'intéresses moins à l'occulte, mais t'es moins niaiseux. T'es moins naïf. T'es moins con. Tu sais, le mot conscience, la science des cons, tu deviens moins con. Fait qu'éventuellement, tu deviens pas mal smart. Fait qu'à ce moment-là, là, tu peux réellement travailler avec tes énergies, puis faire des choses, puis descendre ça ici de la matière. Sans ça, ben, t'es un petit con. On est tous des... Mais une vie intelligente, c'est une vie qui n'a pas besoin de conscience de l'abstrait ou de plan astro. Une vie intelligente, c'est une vie créative qui peut comprendre l'abstrait, qui peut comprendre. Si l'homme est dans son intelligence, il peut comprendre. C'est intéressant de parler de ces choses-là. C'est intéressant de communiquer intérieurement avec ces plans-là ou tes propres plans. Ou c'est intéressant de parler de ça avec des spécialistes que tu rencontres dans le monde ou des gens qui ont eu des expériences. Mais il faut que tu sois centrique. Il ne faut pas que tu sois influençable. Puis, moi, il y a des gens qui m'ont dit quand ils viennent de mes séminaires, parce que c'est une des premières choses que je leur dis, il faut pas que tu croies. Puis ça leur a mis la batterie à terre. Là, ils viennent dans tes séminaires, là, puis ils veulent, on dirait que c'est le last straw, là. Ils veulent absolument, là, pardon, Montréal, la patente, ils vont me laisser en fin de semaine 3 jours, là. Bon, ça m'empêche. Puis la première chose que je leur dis, c'est tu peux pas te permettre de croire. Là, ça leur met à battre. Ils tombent en dépression. Une fois qu'ils tombent en dépression, ils disent j'ai tout enlevé son fun. Pourquoi? Parce qu'on veut croire. T'sais. On veut réellement là, se pendre aux paroles de quelqu'un là, qui est connu, là, puis ainsi de suite. Là. Puis ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Mais pourquoi les gens veulent croire? Ils veulent croire, les gens, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Juste pour ça. C'est assez. C'est assez. Quand t'as pas d'identité, tu veux croire. Pourquoi est-ce que l'homme veut croire? Ben, c'est pas d'identité. Si l'homme avait d'identité, il n'aurait pas besoin de croire. Tu sais, point final, puis tu t'en occupes plus. Quand tu sais quelque chose, tu t'en occupes pas. Mais quand t'as pas d'identité, puis tu sais pas, puis tu cherches, mais là, tu veux croire, puis automatiquement, tu deviens une proie à l'astral. Comme t'es devenu une proie aux idéologies. Il y a des gens qui ont cru au communisme, puis ils ont été proie à l'idéologie communiste. Fait qu'on n'a pas d'identité. Fait qu'après ça, la pétante t'en saute, le système pète, puis là, tout le monde est affolé. C'est ça qui se passe? Des gens qui savent, est-ce que ça s'est réuni ensemble ou c'est tout divisé, ces gens-là? Des gens qui savent? Ouais, des gens. Disons, une personne qui sait, donc, il y a quelqu'un dans la salle qui, c'est la première fois, il vous rencontre, puis ce que vous dites, là, il considère qu'il sait ou il sent, du moins, assez pour savoir qu'intérieurement, c'est ça. Est-ce que c'est une personne qui doit vous rencontrer ou qui doit se réunir avec vous, ou qui doit travailler ou fonctionner avec vous? Une personne qui sait n'a pas besoin de personne. Parce qu'elle n'a pas besoin de se faire confirmer. Elle n'a pas besoin de se faire confirmer. Tu peux travailler avec du monde, tu peux faire des choses avec du monde, mais tu n'as pas besoin de personne. Quand tu sais quelque chose, tu le sais. Puis c'est par rapport à
toi-même, c'est par rapport à ta propre énergie. Tu n'as pas besoin de personne, tu peux parler avec du monde. Vous savez des choses, c'est du fun, on peut parler ensemble. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Il n'y a pas de dépendance dans le fait de savoir. C'est ça. Il n'y a pas de dépendance dans le phénomène de savoir, mais il y a beaucoup de dépendance dans le phénomène de croire. Puis on est rendu à un point à la fin du 20e siècle où ça devient très très subtil, la croyance. Quand tu regardes les mouvements qui se passent dans le monde, puis les religions, tout le fait, surtout les Américains, sont au bout des Américains. J'ai jamais vu un peuple naïf comme ça. Les autres, ils ont tellement besoin de croire. Ils sont marqués, une affaire. Puis ça n'arrête pas. C'est un vrai marketing, c'est une roue qui n'arrête pas. Pourtant, c'est un peu fort. C'est un peu fort parce qu'ils ont des grandes croyances patriotiques. Mais est-ce que c'est les croyances patriotiques qui font leur force? C'est la croyance patriotique qui leur a donné, après la Deuxième Guerre mondiale, puis durant la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, qui leur a donné un sens de destinée, oui. Par contre, ça, c'est au niveau de la conscience de la masse. Mais au niveau individuel, les Américains n'ont pas d'identité. On regarde les Arabes, là, avec le fanatisme religieux. Même chose, maintenant. Ils nous tiennent en haleine au niveau mondial, au niveau économie mondiale, juste avec c'est une force de groupe. C'est une force de groupe, c'est une force collective, mais ça n'a rien à faire avec la conscience individuelle. Si on parle de conscience individualisée, un arabe qui a une conscience moindrement individualisée, il vivra même pas là-bas, il s'en vient ici. Parce qu'au Québec ou au Canada ou dans le nord de l'Amérique, on est plus individuel? Ça veut dire que dans le nord de l'Amérique, dans l'Amérique du Nord, on respecte plus l'individualisme de l'homme. Mais l'homme n'est pas individualisé encore. Il y a une différence entre l'individualisme de l'homme, le respect des droits, ainsi de suite, le respect des libertés qui fait partie de la Constitution, puis l'individualisation de l'homme. L'homme n'est pas individualisé encore. L'homme va commencer à s'individualiser au 21e siècle. Mais à ce moment-là, l'homme va vivre une conscience totalement par rapport à lui-même. Est-ce qu'on a les moyens de supporter cette individualité? Parce que le respect des droits de l'homme, on y a goûté pendant un éternité complet. Et puis, ça a des coûts, ça a une conséquence énorme. Est-ce que les êtres sur notre planète ont les moyens de supporter une individualité, une identité? Parce que ça a des conséquences collectives. L'évolution de la conscience, l'évolution de l'individualisme, c'est parallèle à l'évolution de la politique de démocratie. Puis on est obligé de supporter les valeurs qu'on a mises en marche avec nos révolutions, la Révolution française, le développement des constitutions, on est obligé. Par contre, on a fait des erreurs le long du chemin, puis on s'est laissé embarquer dans le libéralisme, on s'est laissé embarquer dans l'illusion de la liberté. Autrement dit, la liberté, c'est pas la liberté sociale, la liberté politique, la liberté collective ou des individus dans une collectivité. C'est pas quelque chose qui doit être absolu au point où des groupes souffrent pour qu'elle soit maintenue. Ça, c'est une illusion. Tu peux pas garder... il y a des limites à la liberté sociale, politique. Mais l'individualisme a été tellement fort en Amérique que l'individualisme a commencé à ronger la liberté. Puis de sorte qu'aujourd'hui, l'individualisme, qui est une forme astralisée d'identité, est en train d'astraliser la liberté, puis là, on paye le prix pour. Ah, OK. Pour terminer, l'évolution de l'individu au niveau de son identité, est-ce qu'elle peut se raccorder aujourd'hui, à notre époque, à quelque chose de vraiment certain au niveau de son information intérieure? Est-ce qu'il y a des éléments là, à travers le monde qui peuvent être des caractéristiques qui permettent à un individu de vraiment savoir que sa communication, sa pensée est vraiment sûre, qu'il peut se fier dessus pour construire? La pensée de l'homme va devenir sûre quand tu vas avoir brûlé l'astral de sa pensée. Mais avant ce temps-là, il n'y a rien à faire. Non. La pensée créatrice, autrement dit, la pensée qui est issue du rayonnement du double à travers la conscience de l'homme, c'est pas quelque chose à laquelle tu as accès comme ça. C'est pas le résultat d'une philosophie. La pensée, c'est la pensée créatrice universelle, si vous voulez, ou la pensée qui est le résultat du contact avec les sphères mentales. C'est le résultat de l'épurement de la conscience mentale et évolutive de l'homme. L'homme va être obligé de payer un très très grand prix pour être libre.
L'homme va pas être libre, là, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la liberté future de l'homme nouveau, si tu veux, là, ce n'est pas une liberté qui va être le résultat de l'individualisme. Okay. Ça va être le résultat de l'individualisation. L'individualisme, c'est purement psychosocial. C'est purement psychopolitique, psychophilosophique. Alors que l'individualisation, c'est le résultat intégral d'une initiation solaire qui va faire en sorte que l'homme qui sera connecté par les plans sur le plan mental va être obligé de vivre une transmutation de son corps mental à l'exclusion complète de sa conscience astralisée. Merci, C'est ça qui fait la différence. Merci, Bernard Montréal.